Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue, chers apprenants, sur les classes digitales. Nous sommes là encore pour vous entretenir par rapport à l'application de la méthodologie rédactionnelle de la dissertation philosophique. Cette séance serait consacrée uniquement au sujet citation que certains candidats laissent au profit d'un manque de maîtrise de la détermination, de la problématisation de ces sujets citation. Oui, souvent en dissertation philosophique, on a deux types de sujets, les sujets questions et les sujets citations. Les sujets citations sont des sujets proposés par des auteurs, des penseurs philosophiques ou non. Les sujets citations sont caractérisés par des guillemets et présence d'un auteur ou non. La présence des guillemets nous insiste plus à dire qu'il s'agit d'un sujet citation. Voici un exemple. Sujet. Expliquer. Expliquer et discuter. Expliquer et discuter. Cette affirmation, expliquer et discuter cette affirmation, expliquer et discuter cette affirmation de Thomas Friedman. La mondialisation, la mondialisation, la mondialisation multiplie la mondialisation multiplie les chances. La mondialisation multiplie les chances de ne pas se combattre. La mondialisation multiplie les chances de ne pas se combattre. Très chers apprenants, voici un exemple de sujet citation. Expliquer et discuter cette affirmation de Thomas Friedman. La mondialisation multiplie les chances de ne pas se combattre. Je suis à un examen. Lors d'un devoir, une composition, on me donne ce sujet. Je tire mon brouillon. Je fais une clarification conceptuelle. Je dois commencer par conceptualiser. Conceptualiser. Après la conceptualisation, je fais une argumentation. Je dois problématiser d'abord, bien m'excuser. C'est après la problématisation qu'on a problématisé. Ensuite, maintenant, argumenter. Très chers candidats, voilà les trois étapes que nous allons observer lors de la résolution du problème posé par ce sujet. À ce niveau, nous allons conceptualiser les termes. Les termes qui se trouvent dans le sujet, nous allons essayer de les repérer d'abord et de les définir afin de reformuler le sujet. Ensuite, nous allons dégager le problème posé. Et dans le corps du devoir, nous allons argumenter à travers une thèse et une critique.
expliquer et discuter cette affirmation de Thomas Friedman, la mondialisation. Donc le thème ici, c'est la mondialisation. Le thème, la conceptualisation, nous sommes au niveau de la conceptualisation. Le thème à aborder, c'est la mondialisation. La mondialisation. On peut commencer par définir la mondialisation comme étant la globalisation dans la conception anglo-saxonne, comme la confusion des frontières en un village planétaire. C'est la fusion des pays sur le plan économique, politique, sur le plan culturel. Toutes les nations de la planète Terre doivent se comprendre maintenant dans ces domaines-là, sur ces plans, pour constituer maintenant un échange mondial. Est-ce que cette conformité, cette fusion des frontières, de l'économie, puisse maintenant multiplier maintenant les chances pour se combattre? Se combattre, c'est quoi? Se combattre, c'est un trouble de paix. Lorsqu'il y a, comment dirais-je, il y a mésentente, il y aura trouble de paix sociale. Alors, à partir de ce moment, après la conceptualisation, nous allons problématiser la problématisation. La problématisation. Tout ceci se passe au brouillon. Tout ceci se passe au brouillon. Quel est le véritable problème posé par l'affirmation de Thomas Friedman? La mondialisation multiplie les chances de ne pas se combattre. Ce sujet pose le problème. Ce sujet pose le problème du rapport entre la mondialisation et la paix. Et la paix. Autrement dit, on nous demande si la mondialisation garantit la cohésion sociale. Très chers apprenants, lorsqu'il s'agit d'un sujet citation, la première des choses à faire, c'est d'aller repérer le thème directeur, d'aller voir le rapport que ce thème entretient maintenant avec le cours reçu en classe. Je lis, la mondialisation multiplie les chances de ne pas se combattre. C'est ça. Se combattre, c'est à ce niveau-là que se trouve maintenant le trouble social. On se combat, et là où on se combat, c'est quoi? Il y a trouble, il y a manque de paix. On se combat parce qu'il y a problème. Alors, si on nous dit que la mondialisation multiplie les chances de se combattre, ça veut dire que la mondialisation trouble la paix sociale. C'est ce qui m'a amené à dégager le problème de quoi? Du rapport qui existe maintenant entre la mondialisation et la paix. Autrement dit, on nous demande si la mondialisation garantit la cohésion sociale. Quelle est la position de l'auteur? Selon Friedman, la mondialisation multiplie les chances de se combattre. Dans le corps du devoir, chers candidats, dans le corps du devoir, dans la partie thèse, c'est-à-dire la partie explication, dans la partie explication, chers candidats, nous allons expliquer en quoi Thomas Friedman, la citation de Thomas Friedman est recevable. Comment la mondialisation multiplie les chances de ne pas se combattre. C'est ça la partie explicative.
Notre thèse, c'est la citation. Lorsque vous donnez un sujet citation, mais ce qui est dans les guillemets là, c'est ça qu'il faut expliquer dans la première partie. La partie explicative, ce n'est pas comme les sujets questions. Ce n'est pas comme les sujets questions où il faut aller déterminer maintenant la thèse à développer. Dans les sujets citation, la citation constitue en même temps la partie explicative. Du coup, nous allons expliquer comment la mondialisation multiplie les chances. Or, dans ce cas, nous irons domaine par domaine. Nous irons cas par cas. Lorsque nous parlons de la mondialisation, nous irons mondialisation. Il va falloir, sur le plan économique, sur le plan politique, au plan social, au plan culturel. C'est ça, chers candidats. Pour expliquer cette affirmation de Thomas Friedman, nous allons prendre la citation « La mondialisation multiplie les chances de se combattre ». Pourquoi? La partie explicative va nous amener maintenant à montrer que sur le plan économique, la mondialisation accentue maintenant les inégalités économiques. C'est là ce que l'auteur est en train de dire multiplication. Multiplication, les chances de se combattre. On se combattait. Maintenant, la mondialisation, selon Friedman, va nous amener maintenant à s'accentuer encore sur maintenant les mésententes. On va encore plus se combattre si nous restons maintenant dans un système mondial. Car sur le plan économique, la mondialisation serait maintenant une menace à la paix sociale. C'est ce que nous allons montrer dans la première partie. Pour expliquer cette citation de Thomas Friedman, en quoi maintenant la mondialisation multiplie les chances de se combattre, il faut montrer que sur le plan économique, il y aura toujours maintenant les déphasages économiques. Les PIB, les PNB seront toujours extravertis. Les pays du Nord vont toujours chercher à contrôler l'économie des pays du Sud. Et à partir de ce moment-là, il y aura maintenant multiplication maintenant de quoi? Des chances pour se combattre. Étant donné que la majorité des pays africains sont riches en matières premières et que les Occidentaux, l'Occident en a besoin, à un moment donné, lorsque nous serons dans un système mondial, sur le plan économique, l'Occident va commencer à chercher maintenant, à piller maintenant l'économie africaine. Et là maintenant, les Africains, les chefs d'État africains vont commencer par se soulever. Et là maintenant, il y aura maintenant de combats. Ce serait plus de chances maintenant de ce combat à cause maintenant de pillage économique que la mondialisation peut nous amener à faire. Sur le plan politique, il y aura maintenant une ingérence politique. C'est en cela que Thomas Friedman souligne la pertinence que la mondialisation va accentuer et les chances de se combattre, car politiquement parlant, les pays développés, les pays du Nord, ceux qui ont le droit de veto, il faut commencer maintenant par contrôler maintenant la gestion politique de chaque nation. Oui, des nations sous-développées. Étant donné que nous sommes dans un système mondial et que tous les continents, tous les pays de chaque continent doivent réunir maintenant les pays maintenant en un village planétaire, les pays du Nord, il faut commencer par contrôler maintenant le pouvoir politique de chaque pays. On parlera même d'une recolonisation. Et sur ce plan-là maintenant, il y aura maintenant des combats. Non pas encore oublier la traite négrière, non pas encore oublier l'impérialisme. Dans un système mondial maintenant, sur le plan politique maintenant, les droits d'ingérence seraient maintenant accentués et il y aura encore maintenant plus de chances maintenant de se combattre. Deuxième partie de l'explication, de la citation de Friedman. Sur le plan social, nous aurons maintenant une recolonisation du plan social. Nous aurons maintenant, comment dirais la dissociation du classe sociale liée maintenant à la mondialisation, car les Africains ne peuvent même plus, ou les pays sous-développés, ou les continents sous-développés ne pourront plus être au rendez-vous maintenant, sur le plan social maintenant, des effets néfastes de la mondialisation. Si Thomas Friedman déclare que la mondialisation multiplie les chances de se combattre, c'est parce qu'il a vu que sur le plan social, les citoyens des pays sous-développés ne pourront plus vivre socialement parlant, mais ils vont vivre sous la dictée maintenant de la volonté des pays du Nord. Sur le plan culturel, il y aura maintenant de menaces culturelles. Il y aura vraiment de menaces culturelles. Nous ne sommes pas encore dans un système mondial, mais la plupart de nos frères, de nos sœurs, copient maintenant l'Occident. Il suffit de regarder Canal+, et de copier maintenant les styles vestimentaires qui se trouvent maintenant au niveau des feuilletons. Là, sur le plan culturel, maintenant, il y aura de menaces culturelles. Et là, maintenant, il y aura de combats. Parce que la culture africaine, la culture asiatique serait maintenant au profit maintenant de la culture
et des pays développés, des pays riches, qui vont contrôler maintenant, qui auront le droit de veto maintenant par rapport maintenant à la mondialisation et sur le plan culturel maintenant, les peuples vont perdre leur culture. Et là maintenant, il y aura plus de chances maintenant de se combattre. Imaginez, au moment où, culturellement, les Africains étaient bien, étaient nantis dans une culture donnée, et qu'un système mondial maintenant les amène maintenant à ne plus continuer dans leur culture. Il y aura maintenant de frustration, il y aura de mésentente maintenant, il y aura maintenant de combat. Et c'est l'explication de Thomas Friedman. Mes chers amis, après d'avoir expliqué, il faut faire une transition et montrer que la mondialisation accentue les inégalités sociales, la mondialisation crée de manque à gagner sur le plan économique, la mondialisation trouble la politique de chaque pays sous-développé. Mais, chers candidats, les pays sous-développés ne gagnent-ils pas dans un système mondial? Il s'agit maintenant de montrer, dans la partie critique, que la mondialisation maintenant est une chance. La mondialisation est une chance. Que la mondialisation est une chance. C'est une chance pour le développement des pays pauvres. Nous allons montrer que la mondialisation n'accentue pas pour autant ne multiplie pas pour autant les chances pour se combattre, car la mondialisation maintenant serait une chance maintenant pour le développement des pays pauvres. Imaginez que nous sommes dans un système mondial. Dans un système mondial, les pays moins avancés bénéficient maintenant des pays développés, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue social. Ça dit quoi? Dans un système mondial, les pays en voie de développement, les pays pauvres vont hériter maintenant, vont recopier, comment dirais-je, vont essayer d'imiter maintenant les pays développés maintenant, quitte à se perfectionner et de quitter maintenant leur état de sous-développement. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une synthèse. Quand bien même que, selon Thomas Friedman, la mondialisation multiplie les chances de se combattre, il n'en demeure pas moins que le système mondial va apporter beaucoup de choses pour les pays en voie de développement. Les pays africains vont gagner beaucoup dans un système mondial parce qu'on va recopier le plan politique de ces pays-là. Comment ont-ils fait pour accéder à la démocratie solide? Comment ont-ils fait pour accéder à un tel niveau d'économie? Comment ont-ils fait maintenant sur le plan social? Comment ont-ils fait maintenant sur le plan culturel qu'il soit à ce niveau? Il y aura une modernisation maintenant de la vie de ces pays sous-développés maintenant en un pays maintenant plus avancé. Donc, voilà la manière dont il faut aborder maintenant un sujet citation. Nous allons encore prendre autre exemple. Chers candidats, nous allons encore prendre autre exemple. Nous allons prendre autre exemple de sujet citation. Autre exemple de sujet citation. Expliquer et discuter cette affirmation de Jean-Paul Sartre. De Jean-Paul Sartre. Toute conscience naît de la mauvaise conscience. Toute conscience naît de la mauvaise conscience. Toute conscience naît de la mauvaise conscience. Voilà un sujet citation proposé par Jean-Paul Sartre. Toute conscience naît de la mauvaise conscience. Toute conscience naît de la mauvaise conscience. Jean-Paul Sartre affirme: toute conscience naît de la mauvaise conscience. Expliquez, diffusez cette citation, cette affirmation de Jean-Paul Sartre. Toute conscience naît de la mauvaise conscience. Toute conscience naît de la mauvaise conscience. Chers candidats, lorsque tu te retrouves en face d'un sujet citation, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir peur. On t'a donné une phrase d'un auteur à expliquer.
Exemple. Expliquer et discuter cette affirmation de Jean-Paul Sartre. Toute conscience naît de la mauvaise conscience. Le thème principal, c'est la conscience. Nous allons essayer de conceptualiser. Nous allons essayer de problématiser. Ensuite, nous allons argumenter. Au niveau de la conceptualisation, le thème abordé, quel est le thème abordé ici? C'est la conscience. C'est la conscience. Cela vient du mot latin cum sentia, accompagné de savoir. Cum sentia ou cum si, accompagné de savoir. La conscience serait maintenant l'intuition plus ou moins claire, plus ou moins distincte qu'à l'esprit de ses états et de ses actes. Cette conscience est ce qui détermine l'espèce humaine. René Descartes a montré dans le discours de la méthode qu'à partir du cogito, il prend conscience de sa nature comme étant une substance pensante. Le cogito ergo sum. Le chef qui pense prend conscience de son état de pensée et devient maintenant conscient de ses actes. Alors, la conscience maintenant serait une donnée originelle. Mais comment comprendre Jean-Paul Sartre lorsqu'il affirme que toute conscience naît de la mauvaise conscience? On dit le verbe naître. Ça veut dire que la conscience dérive maintenant d'une mauvaise usage de la conscience. Quand on parle de mauvais usage de la conscience, ça suppose que nous parlons maintenant du caractère, de la naissance, plutôt de la conscience. D'où vient la conscience? Quelle serait l'origine de la conscience? Alors, comme problématisation, la problématisation, on peut soulever que ce sujet pose le problème. Ce sujet pose le problème. De la source, de la prise de conscience, de la prise de conscience, de la prise de conscience. Autrement dit, la conscience a-t-elle des conditions pour s'exister? Quand nous parlons de mauvaise conscience, c'est que je prends conscience chaque fois que je commets des erreurs. Excusez, en marchant, lorsque je trébuche, je prends conscience que je marchais mal. C'est ça, la mauvaise usage de ma conscience. Lorsque on partage les copies de devoirs de philosophie, on me donne 7, on me donne 8, on me donne 4, je prends conscience que je n'apprenais pas mes leçons. Ça veut dire que la mauvaise usage de la conscience m'a donné 7 de moi, et 7 de moi n'ont plus de conscience pour avoir maintenant 14, quitte à ce que je puisse avoir 17 au baccalauréat. Ça veut dire que la mauvaise usage de notre conscience nous conduit maintenant à une prise encore de conscience. Excusez-moi, chers apprenants, je ne savais pas. C'est le début de la prise de conscience. C'est le début de la prise de conscience. Lorsque je commets un acte répréhensible, lorsque je commets un acte, comment dirais-je, inadmissible, je prends conscience, après avoir passé 3 jours en prison, qu'il n'est pas bon de pécher, de suivre la loi de la cité. Je prends conscience lorsque je suis malade que je mangeais très mal. Je prends conscience lorsque j'ai telle note que je n'étudiais pas mes leçons. Ça veut dire que la mauvaise usage de conscience me donne maintenant une prise de conscience de ma conduite de vivre. Puisque je ne lave pas mes habits, bonjour les dégâts de maladie. J'ai pris conscience maintenant que ne pas laver les habits maintenant constitue une source maintenant de maladie pour ma personnalité. À partir de ce moment-là, si je n'étais pas malade, je ne saurais pas que ne pas laver mes habits ne constitue pas un mot pour ma santé. Alors, mauvais usage de ma conscience. Il y a mauvais usage de ma conscience ou ne pas laver mes habits. Je prends conscience que je ne lave pas mes habits. Conséquence, maladie. La maladie maintenant me prend conscience maintenant parce que la maladie elle est douloureuse.
Puisque elle est dépensée, alors je prends conscience maintenant que désormais, maintenant, je vais commencer par laver mes habits. Ça suppose quoi? On ne commence pas à donner les résultats du CEP, on ne commence pas à donner les résultats du BPC, on ne commence pas à donner les résultats du baccalauréat, mes chers amis. Lorsque mon nom n'est pas affiché, je prends conscience que durant l'année, je me suis amusé. Durant l'année, je me suis laissé aux informations qui ne me concernaient pas. Le coronavirus. À un moment donné, je n'ai pas pris conscience que le baccalauréat était plus cher que les divagations. Et là, j'ai pris conscience à partir de mon échec. Mais pour ne pas prendre conscience à partir de mon échec, l'écran digital me situe maintenant que depuis mon salon, je peux toutefois prendre conscience que je peux étudier en tout moment, à toute seconde, depuis mon lit. Je peux étudier à toute seconde pour ne pas avoir maintenant la mauvaise conscience maintenant d'être paresseux. Très chers amis, oui, lorsque Jean-Paul Sartre parle, quelles sont les limites de la théorie de Jean-Paul Sartre? Quand il dit que toute conscience naît de la mauvaise conscience, est-ce que l'expression la mauvaise conscience serait admissible à partir du moment où la personne a déjà commis maintenant une conscience d'agir? Est-ce qu'on peut encore parler d'une mauvaise conscience à partir du moment où l'action est terminée? Avec quoi il avait agi? Si ce n'était pas de la conscience, c'était une volonté. Là, lorsque ça parle de mauvaise conscience, il est en train de souligner l'idée freudienne qui souligne l'idée selon laquelle le rejet d'une conscience est clair sur le sujet. Sur le sujet. Nous ne pouvons pas parler de mauvaise conscience en vrai terme du sens du mot, car toute conscience est consciente de quelque chose. Nous ne pouvons pas être conscients d'un fait et maintenant te déclarer maintenant, à partir du moment où on veut nous punir maintenant, dire maintenant qu'on ne savait pas, et si je savais, non. Donc parler de mauvaise conscience chez Sartre ne serait pas admissible à partir du moment où il s'agit d'un homme qui doit réfléchir, qui doit penser avant d'agir. Là, ce sont quelques critiques que nous pouvons aborder par rapport maintenant à la théorie sartrienne de l'affirmation. Très cher candidat, la conclusion des sujets citation, c'est fort simple. C'est fort simple. Il suffit de rappeler la citation de façon résumée et de montrer dans ce cas maintenant que certes, toute prise de conscience naît maintenant d'un mauvais usage de la conscience. À partir du moment où le sujet maintenant fait mauvais usage de sa conscience et ramasse les conséquences, ces derniers maintenant l'éduquent maintenant à prendre une nouvelle prise de conscience. Mais lorsqu'on parle de nouvelle prise de conscience, est-ce que ce n'est pas une manière de rejeter maintenant la conscience comme étant une faculté psychique? Et ce serait ainsi que vous allez conclure votre devoir. Passons encore à d'autres sujets, citations. Très cher candidat, la pluralité des sujets en philosophie, c'est ça qui nourrit le débat philosophique. La pluralité de la doctrine philosophique, des sujets en philosophie, c'est ça qui donne, comment dirais-je, de la valeur. De la valeur. Toujours, nous serons toujours dans les expliquer et discuter cette affirmation de Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Expliquer et discuter cette affirmation d'Emmanuel Kant. La vraie politique, ne peut faire un pas en avant. La vraie politique ne peut faire un pas en avant sans avoir auparavant rendu hommage à la morale. À la morale. Chers candidats, lorsqu'il s'agit de la philosophie, on peut avoir l'idée de dire qu'il y a une réflexion personnelle de chaque candidat. Mais il y a un minimum sur lequel nous devons nous entendre. C'est-à-dire, nous allons où? Nous voici ici. Nous démarrons. Nous allons à une destination. Il faudrait que nous entendions par rapport maintenant au lieu. Même si chacun a sa voie, même si les motos ne sont pas les mêmes, même si à notre départ d'ici, d'autres vont marcher, d'autres vont prendre ZEM, d'autres vont prendre leur moto, d'autres vont prendre leur véhicule. Il faudrait que tu marches, tu prends moto, tu prends véhicule, nous allons au même endroit.
C'est ça la deuxième philosophie. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quel que soit le moyen utilisé, il faudrait que la destination soit la même. Excusez, mes chers amis, nous allons à l'étoile rouge. D'accord. Nous sommes tous d'accord? Oui, nous allons à l'étoile rouge. Ok. À quelle heure? Au plus grand temps, à 15 heures, tout le monde serait à l'étoile rouge. On démarre à quelle heure? On démarre à 10 heures. 10 heures à 15 heures. Tu veux marcher? Ça dépend de ta distance. Tu veux prendre moto? Tu veux prendre avion? Tu veux prendre véhicule? Maintenant, il faudrait que à 15 heures, on puisse te retrouver vraiment à l'étoile rouge. Tu as pris par où? Ah, tu es vite venir. L'important est que tu puisses dégager le problème. Quel est le problème? Par quel moyen tu dois rouler? L'important est que tu puisses rédiger, tu puisses résoudre le problème. Le moyen utilisé, tu l'as utilisé pour venir à la destination. L'important est que lorsqu'on se rend compte de compter les gens, au niveau de l'étoile rouge, on puisse te compter parmi les présents. Ça suppose quoi? Lorsqu'on te donne un sujet et tu démarres, tu ne peux pas avoir une possibilité de dire, bon, je suis libre de ce que tu veux. Non, 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 non. On dit que les rôles varient de 7 à 18. Mais qu'est-ce que celui qui a eu 16 a écrit et celui qui a eu 7 n'a pas écrit? C'est ça les règles méthodologiques. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Ah, monsieur, moi j'ai fait 4 pages, j'ai fait 8 pages, j'ai fait 10 pages, et vous m'avez donné 5, et celui qui a fait 2 pages, vous l'avez donné seulement 16. C'est ça le problème en philosophie. Lorsque nous parlons de la résolution des problèmes philosophiques, le champ n'est pas aussi vaste que ça. Quand bien même que chacun possède sa manière, sa méthode de résoudre, il y a une méthodologie qui consiste à conceptualiser, à problématiser et à argumenter. Faisons beaucoup attention. Tu ne peux pas conceptualiser autre chose que tes amis. Tu ne peux pas problématiser autre chose et tu attends après. Même au niveau de l'argumentation, même si tu as la possibilité d'argumenter comme tu veux, les exemples, les citations doivent être tellement pointues pour que le correcteur puisse te donner les points. Nous ne pouvons pas être en train de parler de la politique et tu vas commencer à nous parler et comment dire, du travail ou de la conscience ou bien d'autres choses pour attendre les points. Ici, c'est une citation d'Emmanuel Kant qu'il faut analyser. La vraie politique ne peut faire un pas en avant sans avoir auparavant rendu hommage à la morale. Ça veut dire que nous devons souligner les thèmes de la morale, nous devons souligner les thèmes de la politique, le rapport entre la morale et la politique. Emmanuel Kant nous invite à analyser le rapport entre la morale et la politique. Autrement dit, quelle est la fonction, le rôle de la morale dans le processus de l'élaboration d'une vraie politique? Ça suppose quoi? Est-ce que le politicien a besoin d'être moral? L'homme politique, est-ce qu'il a besoin d'être moral? Il y a certaines choses qui perturbent les candidats. La politique, l'art de bien gérer la cité. Police, ticas. Police, ticas. L'art de gérer la cité, l'art de gouverner. Oui, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le gouvernement, les ministres, il y a les députés, nous avons les maires, nous avons les CIA, qui font de la politique pour gérer le peuple. Mais nous sommes plus de 10 millions, 12 millions d'habitants au Bénin. Mais nous ne pouvons pas tout gérer. Il faut mettre des chefs. La manière dont ces chefs gèrent, c'est ça la politique. Mais qu'est-ce que nous entendons par morale? C'est l'ensemble des lois et prescriptions de bonne conduite inhérentes maintenant à la société. Est-ce que l'homme politique a besoin maintenant d'être moral avant de gérer la cité? C'est ce que quand on est en train de nous inviter, la vraie politique ne peut faire un pas en avant sans avoir auparavant rendu hommage à la morale. Ça veut dire qu'on demande maintenant aux politiciens d'être moral. On demande aux politiciens d'être moral. Et quand tu s'inscris dans un schéma héraclitéen, tout cool, tu n'es pas éternel. Alors, tu ne peux que faire une gestion morale. Même s'il est parfois difficile de faire usage de la morale au niveau de la politique. Si nous devons être toujours moral, à des moments donnés, les hommes politiques vont manquer de leur mission. Certes, beaucoup disent qu'en politique on ment, en politique il faut faire du dupage, en politique il faut utiliser des mensonges pour prendre le pouvoir, en politique. Et lorsque tu t'affiches comme un acte politique, on te voit comme un menteur. Est-ce qu'il n'est pas possible que tu sois véridique? Est-ce que tu ne peux pas être un homme politique moraliste? Excusez, j'aime poser cette question. Est-ce que c'est possible qu'on puisse nommer Monseigneur comme un ministre? Est-ce que le peuple se lever pour dire que notre président de l'Assemblée serait notre évêque? Est-ce que on peut remettre le pouvoir, le chef de l'État peut être un prêtre? Est-ce qu'on peut gérer les êtres humains?
ayant un sens moral. Le véritable problème, c'est l'égoïsme humain. Le véritable problème, c'est le matérialisme de l'homme. Le véritable problème, c'est de montrer aux autres qu'on est supérieur en politique. Or, les règles morales t'interdisent de considérer l'homme comme toi. Mais en considérant l'autre comme moi, est-ce que je peux le gérer? Il faut maintenant à un moment donné que l'homme politique maintenant te montre qu'il est plus fort que toi pour pouvoir te dominer, pour pouvoir te contrôler physiquement, pour t'empêcher en évoquant des lois. Comment comprendre qu'un professeur de philosophie peut être en circulation sans motard, sans gyrophare, et il roule, et difficilement même les gens l'arrêtent en circulation? Mais est-ce que c'est possible que le chef de l'État puisse rester dans Gossolo en allant quelque part? On va parler de la sécurité, certes, mais qui n'a pas besoin de la sécurité? Autant je suis un homme, autant les autres aussi sont des êtres humains. Mais qu'est-ce qui arrive à ce qu'un seul homme se déplace avec des centaines de militaires? Un homme politique se déplace difficilement. Hey, excusez-moi, le président de la République, l'ex-président de la République, Yahya Boni, était sur une émission Atika Tika Tika où les enfants dansaient bien. C'est un homme politique reconnu par l'Afrique, par le monde entier. L'animatrice demandait au président de la République d'est-ce qu'il y ait quelques bras de danse. Comme les enfants sont en train de danser, monsieur le président, essayez d'est-ce qu'il y ait quelques pas de danse et nous allons voir. J'étais devant un poste téléviseur, le président avait répondu, un président ne danse pas. C'est ce qu'il avait dit au plateau, qu'il a interdit à un président de la République de danser au vu au-dessus de tout le monde, qu'il peut danser à la maison, mais ne peut pas danser devant des caméras. Ça suppose quoi? J'ai commencé par y réfléchir. Pourquoi il ne peut pas danser? N'est-il pas en joie? Mais les enfants sont en train de rire, les enfants sont en train de danser. N'en déplaise de faire 1 minute, 2 minutes pour montrer aux enfants aussi que je suis un enfant comme vous. Mais j'ai compris finalement qu'il est le président de tout le Bénin et que tous les Béninois ne sont pas heureux. Et à partir de ce moment que tous les Béninois ne sont pas heureux, lui, le représentant des Béninois, n'a pas intérêt à être heureux. Parce qu'il est là pour gérer tout le peuple. Est-ce que tout le Bénin est représenté sur l'émission? Non. Est-ce qu'en ce moment-là, il n'y a pas dans les hôpitaux des gens qu'on veut faire césarienne? Il n'y a pas des gens qu'on veut faire. Est-ce qu'il n'y a pas des corps qu'on est en train de travailler? Est-ce qu'il n'y a pas des corps, des familles en détresse? Oui. À partir de ce moment-là, le représentant de tous les Béninois ne peut pas être en joie devant des chaînes, devant des caméras pour jouir au moment où un seul Béninois est aigri. Au moment où un seul Béninois est en train de pleurer, mon chef de l'État ne peut pas être en train de danser. Ça veut dire qu'en politique, il y a des règles, il y a des lois à respecter pour ne pas tomber dans les mailles ou dans les entraves d'une mauvaise gestion politique. Même si on doit faire usage de la morale en politique, il va falloir que nous faisons beaucoup attention. Nous faisons beaucoup attention parce que les êtres humains ont extrêmement sauvagement de problèmes au point où on ne peut même pas tenter de résoudre tous les problèmes de l'être humain. De résoudre tous les problèmes de l'être humain. Il est possible, je dis il est possible actuellement, de donner maintenant, sur les 12 millions que nous sommes, sur les 12 millions, si on donnait 1 million à chaque Béninois, allez imaginer, nous sommes maintenant à 120 milliards. Le Bénin ne peut pas décaisser 120 milliards? On peut bel et bien décaisser 120 milliards. Mais bonjour les dégâts. Bon, nous sommes moraux, oui, on veut bien gérer, d'accord. Chaque Béninois, mettez-vous dans les rangs pour prendre 1 million. Le lendemain, toutes les boutiques seront fermées. Le lendemain, il n'y aura plus de marché, personne n'ira au travail. Et là, la crise économique va s'installer. Le président même va perdre sa valeur. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est les inégalités qui constituent maintenant la gestion de l'homme politique. L'homme politique a l'ambition maintenant de gérer dans le futur et non dans le présent. C'est pour cela qu'il est difficile maintenant à l'homme politique maintenant d'être des fois moral. Lorsque Emmanuel Kant nous propose que le politicien doit faire un pas en saluant la morale, il reste dans la conception platonicienne pour dire que pour une bonne gestion de la cité, il faudrait que les philosophes soient des rois ou que les rois commencent par philosopher pour montrer en fait qu'il faudrait la sagesse au niveau de la gestion des êtres humains. Oh, le nombre de problèmes qu'en tant que politicien tu vas recevoir, le nombre de coups de fil que tu auras par jour, non, le nombre d'informations que tu auras par jour, il faut vraiment de la sagesse. Surtout que tu as tout ce dont tu as besoin pour gérer, il faut vraiment de la morale pour pouvoir évoluer. Mes chers amis, il va falloir qu'il faut critiquer le sujet, mais chaque fois qu'on va tenter de faire recours à la morale avant de gérer les êtres humains,
nous ne pourrons pas se développer. Reconnaissons qu'il y a des êtres humains qui sont nés pour la destruction. Et là, faire usage de la morale à leur niveau serait de l'heure. Il y a des gens, ils ne font pas 5 mois, 6 mois sans aller en prison. Ces gens-là, quelle morale doit-on utiliser pour les encadrer? J'espère que l'homme politique doit foncer selon les règles de la raison, comme le souligne souvent l'auteur. Il faut utiliser la raison. Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Est-ce que c'est conforme au bon sens? Si c'est conforme au bon sens, on continue. Parce que tous les êtres humains sont contraints maintenant d'avoir la raison pour pouvoir gérer la cité. Mes chers amis, nous allons analyser un autre sujet. Oui, c'est ça qui fait la pertinence de la doctrine philosophique. Nous allons toujours expliquer, nous allons discuter. Nous allons expliquer, nous allons discuter les sujets. Nous allons expliquer et discuter. Expliquer et discuter cette affirmation d'Aristote. Nous allons expliquer et discuter Aristote. L'affirmation d'Aristote. Il n'y a de science. Il n'y a de science. Il n'y a de science. Il n'y a de science que du général. Il n'y a de science que du général. Il n'y a de science que du général. Expliquer, discuter l'affirmation d'Aristote. Il n'y a de science que du général. Expliquer et discuter cette affirmation d'Aristote. Il n'y a de science que du général. Le thème ici, c'est la science. On va conceptualiser, c'est la science. Nous allons essayer de donner une définition de la science. La science, c'est un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité, de généralité, est susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni des conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels qui leur sont communs, mais des relations objectives qu'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies. Oui, la science est un ensemble de connaissances. Un ensemble de connaissances. La somme des connaissances. La somme des connaissances. La science est un ensemble de connaissances. Et de recherche. Et de recherche. Et de recherche. Ayant un degré suffisant d'unité, unicité de la science. D'unité, de généralité. De généralité. Et c'est de cette généralité-là. C'est de cette généralité-là que nous parle Aristote maintenant. De généralité. Susceptible maintenant d'amener les hommes qui s'y consacrent. Les hommes qui s'y consacrent. Les hommes qui s'y consacrent. Tout le monde n'est pas scientifique. Moi, je suis littéraire. Convaincu. J'aime la littérature. Les hommes qui s'y consacrent. Il y a beaucoup qui commencent à ce sont des scientifiques. Des hommes qui s'y consacrent. Des hommes qui s'y consacrent. Des hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes. Les conclusions ensemble doivent être les mêmes. À des conclusions concordantes. Des conclusions concordantes. Des conclusions concordantes qui ne réduisent ni des conventions arbitraires, ni des goûts, ni des conventions arbitraires, ni des conventions arbitraires, ni des conventions arbitraires, ni des goûts ou des intérêts individuels, ni des goûts ou des intérêts individuels, mais des relations objectives, des relations objectives, des relations objectives, mais des relations objectives qu'on découvre graduellement et que l'on définit par des méthodes de vérification bien définies. Bien définies. Qu'est-ce que nous entendons par là? Qu'est-ce que nous entendons par là? Nous parlons de la généralité en science. Ce n'est pas seulement qu'au Bénin que la fonction logarithme va s'annuler en 1. Pas du tout. La ln de 1 TA à 0, n'importe où vous vous retrouvez sur la planète Terre. C'est ça la loi générale. C'est ça la généralité sur la science. Il n'y a de science que du général. Il n'y a pas de science particulière. C'est l'affirmation d'Aristote. Si je prends par exemple la lampe là, j'amène chez moi, la maison, ça va s'allumer, à moins qu'il n'y ait pas le courant. Si je prends la lampe là, je vais aux États-Unis, je branche, ça va s'allumer. C'est ça la généralité. Le fabricateur de la lampe électrique là ne sait même pas là où ça sera utilisé. Excusez. Est-ce que la craie là peut refuser de travailler chez moi? Excusez, si je te donne la craie là en tant qu'apprenant, prends, utilise, va au tableau écrit. Est-ce que la craie va refuser? Non, tu m'as volé. Non, je ne veux pas travailler chez toi. Je veux travailler chez telle personne. Est-ce que c'est possible? Non, ça veut dire que la craie ne reconnaît pas l'utilisateur. C'est ça que parle du généralité.
C'est ça qu'on parle de généralité. Prenez l'exemple de congélateur. Congélateur ne veut pas demander qui m'a mis de l'eau à l'intérieur. Je transforme de l'eau en solide. C'est clair, c'est du général. C'est du général. C'est du général. C'est du général. Ah non, comme c'est papa qui a branché le congélateur, qui a mis de l'eau dedans, je transforme ça en solide. Parce que c'est papa qui m'a acheté. Comme c'est les enfants, ils s'amusent avec le congélateur, je ne vais pas transformer l'eau en solide chez les enfants. Non, ce n'est pas possible là. Je ne t'ai pas dit de faire, hein, mais si jamais tu as tas de l'urine, tu mets dans le congélateur transforme l'urine en solide pour toi rapidement parce que son principe est clair, liquide en solide. C'est un principe scientifique. C'est un principe scientifique. Il y a des sciences que du général. Il n'y a pas un congélateur béninois qui ne va pas fabriquer de la glace, un congélateur congolais qui va fabriquer de la glace, ce n'est pas possible. Il y a erreur quelque part. Il y a erreur quelque part. Mais ça, ce qu'Aristote est en train de nous dire, la généralité au niveau de la science, il y a des sciences que du général. Une vérité scientifique qui est vraie pour les Béninois et qui est faux pour les Togolais est erronée. Que par le passé, on a dit Corona, Apivirine, Agon, a guéri Corona, Burkina Faso, ça n'a pas guéri au Bénin, ça n'a pas guéri au Congo, ça veut dire que ça ne travaille pas. Étant donné que ça a guéri les gens à Burkina Faso et que ça n'a pas guéri maintenant en Belgique, ça veut dire que Apivirine n'est pas efficace pour traiter le coronavirus directement. Il y a problème parce que si Apivirine a pu traiter les gens en Côte d'Ivoire, ça doit traiter au Bénin, ça doit traiter au Gabon. Sinon, il y a de la politisation. Sinon, la loi scientifique, on ne peut pas amener un médicament qui doit travailler à un endroit et qui ne doit pas travailler à tel endroit. À moins que la maladie soit vraiment particulière. Mais étant donné que la maladie elle est générale, alors là, les découvertes scientifiques doivent amener maintenant à la résolution du même problème. Ça suppose quoi? Ça suppose que la conception d'Aristote sur ce qu'est la science ne peut que prendre un caractère général. Allons à la pharmacie, prenons les boîtes. Nous regardons posologie. Ça veut dire que lorsque vous regardez bien et que vous utilisez comme le fabricateur a demandé, directement, vous aurez telle guérison. Il n'y a pas de truc là. C'est ça de la généralité. Ça ne concerne pas tel ou tel endroit. Non, est-ce qu'il peut y avoir des physiques qui peuvent tuer les Béninois, qui n'ont pas tué et les Burkinabés? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est du général. Il n'y a de sciences que du général. En disant ça, Aristote est en train de montrer que toutes les sciences particulières, toutes les vérités particulières ne sont pas des connaissances scientifiques. Toutes les vérités particulières ne sont pas des connaissances scientifiques. Ne sont pas des connaissances scientifiques. Mais lorsque Pythagore nous disait que ABC est un triangle rectangle en C et il établit que AB carré est égal à AC carré plus BC carré, il est en train de dire l'universalité de la science, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça n'a jamais changé. C'est ça la généralité au niveau de la science. C'est ça la généralité au niveau de la science. Mais quelle conception critique pouvons-nous aborder par rapport à cette théorie d'Aristote? Mais en quoi maintenant la science ne serait toujours maintenant générale? La critique ne serait pas de dire que la science n'est pas toujours générale. Non, ce n'est pas ça la critique. Mais c'est de montrer à quel niveau maintenant les découvertes scientifiques, certaines découvertes scientifiques ne peuvent pas prendre maintenant un caractère général. Lorsqu'on parle de paludisme, 90% des cas se retrouvent en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut toutefois maintenant fabriquer maintenant des médicaments spécifiques pour les Africains à cause du caractère noir que regorge leur peau. Moi, l'un de mes apprenants a fait sortir le paracétamol de la France. Moi, j'ai vu la fois passer, ça n'a rien à foutre avec le paracétamol que je vois en Afrique. Ça veut dire qu'il y a un manque de généralité. Quand même on a mis paracétamol là-dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir des sciences spécifiques dans chaque domaine. Chaque domaine peut maintenant concrétiser maintenant de façon zonale sa science pour pouvoir maintenant progresser. Pour pouvoir progresser. Précieux apprenants, ne soyez pas du tout troublés lorsqu'on vous donne les sujets de citation. Il suffit seulement de rester dans la citation et d'expliquer dans la partie explicative et au niveau de la discussion, montrer à quel niveau l'auteur, les limites de l'affirmation et non la négation. Je dis non la négation. Montrer jusqu'à quel niveau l'affirmation est recevable. Nous allons passer encore à autre sujet pour montrer maintenant le caractère est pointu des sujets de citation qu'il ne faut pas du tout déborder. Il ne faut pas du tout déborder. Lorsque nous disons expliquer et discuter, nous allons expliquer et discuter cette affirmation d'André Gide. André Gide. Il dit quoi? Il dit que un bon observateur
Un bon observateur. Un bon observateur. Un bon observateur suffit. Un bon observateur suffit à faire un bon savant. Suffit à faire un bon savant. Un bon observateur suffit à faire un bon savant. Mais qu'est-ce que André Gide veut nous souligner par là? Tout d'abord, nous allons commencer par analyser les thèmes. La conceptualisation, observateur, bon, un bon observateur, d'accord. Suffit à faire un bon savant, d'accord. Observation et savoir. Ça veut dire que nous irons dans la maison de Claude Bernard, la méthode ternaire de la connaissance scientifique. Comment la science arrive à se concrétiser? Comment la science arrive à se concrétiser? Oui, les trois méthodes. On observe, j'observe le fait. Observation. Lorsque j'observe, je fais quoi? J'ai même une hypothèse. Observation, hypothèse. Attention, il faut vérifier l'hypothèse. Vérification. Or, l'auteur a exclu l'hypothèse. Il dit, un bon observateur suffit maintenant pour faire un bon savant. Ok, j'observe. Est-ce que c'est suffisant pour être savant? L'auteur dit que ça suffit. En quoi ça suffit? Lorsque vous observez, vous tirez des conclusions. On observe avec sa conscience pour maintenant analyser avec sa raison, afin maintenant de tirer maintenant avec son intelligence maintenant, maintenant, le fait observer. Et on a amené des lapins à Claude Bernard. Claude Bernard était assis. Les lapins venaient du marché. Ces lapins ont commencé par uriner. Ah! Claude Bernard de loin a observé la couleur de l'urine des lapins. Ah! Mais après tout, les lapins sont des herbivores, non? Quand même! Et ils ont cette urine-là. Ce n'est pas possible. Claude Bernard a observé urine trouble et alcaline chez les lapins fraîchement venus du marché. Ça a attiré quoi? Son attention. Il a émis hypothèse. Sûrement que les animaux là ont uriné en fonction de ce qu'ils ont mangé. D'accord. Il est parti chercher de bouillie de viande. Il les a donnés. Ces animaux ont uriné exactement urine trouble et alcaline. Il a dit, même résultat, ok, ce n'est pas grave. Il les a mis à jeun. Quelques minutes, il a amené de l'herbe. Il les a donnés, ils ont mangé, ils ont uriné. L'urine est devenue maintenant claire et acide. Ça veut dire quoi? L'observation de l'urine chez les lapins a permis maintenant à Claude Bernard de tirer la conclusion qu'à juin, tous les herbivores sont des carnivores. Tous les herbivores sont des carnivores à partir de l'observation de l'urine des lapins fraîchement venus du marché. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes un herbivore et que vous restez à jeun, vous mangez votre intestin, vous mangez votre corps. Et là, vous êtes en train de manger de la viande. Et à partir de ce moment-là, vous devenez carnivore. Mettez un lion à jeun. J'ai dit lion. Mettons un mouton à jeun pour voir. Il y aura les mêmes l'urine comme un lion. Ça dit quoi? Quand le mouton est à jeun, qu'est-ce qu'il mange? Il mange son propre sang. Il devient maigre. S'il devient maigre, c'est la preuve qu'il mangeait son propre corps. Et s'il mangeait son propre corps, c'est qu'il mangeait de la viande en tant qu'un herbivore. Ça suppose quoi? Ça suppose que lorsqu'un herbivore est à jeun, il a les mêmes comportements qu'un carnivore. Prenons l'homme, tu cesses de manger durant 3 jours, 4 jours, tu vas maigrir. Tu mangeais quoi? Quand tu ne mangeais rien, tu mangeais ton propre corps, tu mangeais tes cellules, tu mangeais ton propre corps. À un moment donné, tu mangeais ta propre viande, tes estomacs, tu les mangeais, c'est pour ça que tu vivais. Là, tu deviens maintenant un carnivore. C'est pour cela que les lapins ont commencé par uriner l'urine des carnivores. Et c'est pour cela que André Gide nous disait que le vrai observateur suffit pour être un vrai savant. Il a observé l'urine, il a bien observé pour tirer la conclusion qu'un herbivore est un carnivore à jeun. Mais quelle conclusion, quelle critique il faut porter à l'affirmation d'André Gide? Il faut critiquer André Gide que, étant donné que tu n'as pas émis d'hypothèse et que tu n'as pas vérifié, alors tu ne serais pas un bon savant parce que l'observation seule ne suffit pas pour tirer une conclusion scientifique. Oui, Mendel me fait plaisir.
Lorsqu'il a observé les drosophiles yeux rouges L vestigiales et qu'il les a croisés à la F1, il a 100% de drosophiles yeux rouges L vestigiales. Mais cela ne le confirme pas le résultat de la F1. Il est parti maintenant croiser F1 avec F1. Et c'est là qu'au niveau de la F2, il a constaté qu'il y a un demi, 3 quarts. Et les 3 quarts étaient dominants et les 1 demi et les 1 quart étaient récessifs. Ça veut dire que lorsque vous observez un pair, il faut maintenant émettre l'hypothèse et voir maintenant si l'hypothèse vérifie l'observation. Vous voici l'hypothèse vérifie l'observation. Après, tirez maintenant les conclusions. Ce n'est pas parce que tu as vu les plats remplis de l'huile qu'on a préparé à la maison. Non, 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 je peux aller acheter. Ce n'est pas parce que tu as vu du riz sur la table que qu'est-ce que vous avez préparé ici? J'ai vu du riz. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as vu du riz sur la table qu'on a cuisiné. Non. Tu as observé le riz. Et mets d'hypothèse sûrement qu'ils ont fait le feu. Va dans la cuisine d'abord. Va dans la cuisine, va vérifier. Et c'est quand tu vas voir maintenant le feu que tu vas tirer la conclusion qu'ils ont préparé du riz. Le simple fait d'observer du riz sur la table n'est pas signe de la préparation. On achète, non. Ça veut dire que le bon observateur n'est pas toujours un bon savant parce qu'il n'a pas vérifié l'information. Il faut vérifier l'information, il faut émettre l'hypothèse. S'il y a du riz au salon, sûrement que la cuisine, il y a encore du riz. Va vérifier. Quand tu vérifies et que l'observation vérifie l'hypothèse, alors tu peux tirer la conclusion. Voilà ce qui a manqué un peu à André Gide pour tirer sa conclusion. Très chers apprenants, nous allons revenir encore sur le commentaire de façon solide pour vous montrer maintenant les règles de la critique positive, les règles de la critique négative d'un commentaire de test philosophique. Beaucoup de problèmes au niveau de la conclusion, que ce soit en dissertation, que ce soit au niveau du commentaire de test philosophique. Rapportez-vous de vos cahiers de cours, rapportez-vous des TD effectués à l'école, rapprochez-vous des exercices effectués en classe avec vos professeurs et vous allez comprendre encore plus du point de vue méthodologique. Très chers apprenants, moi je suis content de vous parce que vous nous suivez sur les classes digitales. Il ne faut pas manquer ces rendez-vous-là et ne cessez pas de déranger vos professeurs. Posez-leur la question. J'ai entendu telle chose au niveau des classes digitales. Ah, je n'ai pas compris. Expliquez-moi ça. J'ai vu telle chose dans tel livre, j'ai vu telle chose dans tel livre. Ne cessez pas d'appeler le promoteur pour lui poser des questions. Qu'allons-nous faire pour perfectionner encore ce que nous sommes en train de faire? De toute façon, je suis sûr que vous aurez plus de 14, plus de 15, plus de 16 en philosophie au baccalauréat. Je vous souhaite agréable soirée. Bon appétit à vous. À bientôt.